Voici l'art de gagner de l'argent par Phinéas Taylor Barnum. Dans ce monde, il n'est pas du tout difficile pour les personnes en bonne santé de gagner de l'argent dans ce domaine comparativement nouveau. Il existe tant de voies vers le succès, tant de vocations non saturées, que quiconque, de tout sexe, prêt à se consacrer, ne serait-ce que pour le moment, à toute occupation respectée offerte, peut trouver un emploi qui lui rapporte beaucoup d'argent. Ceux qui désirent vraiment atteindre l'indépendance n'ont qu'à se le proposer et à adopter les moyens appropriés, comme ils le feraient pour tout autre objectif qu'ils souhaitent atteindre, et la chose se réalise facilement. Mais aussi facile que soit de gagner de l'argent, je ne doute pas que beaucoup de mes auditeurs seront d'accord pour dire que la chose la plus difficile au monde est de le conserver. Le chemin vers la richesse est, comme le dit le docteur Franklin, aussi simple que le chemin du moulin, il consiste simplement à dépenser moins que ce que nous gagnons. Cela semble être un problème très simple. Monsieur Micbert, l'une de ces heureuses créations du génie de Dickens, met le cas en évidence en disant que posséder un revenu annuel de 20 livres et en dépenser 20 livres et 6 pence est être le plus misérable des hommes, alors qu'avoir un revenu de seulement 20 livres et dépenser seulement 19 livres et 6 pence est être le plus heureux des mortels. Beaucoup de mes auditeurs pourraient dire « Nous comprenons cela, c'est de l'économie, et nous savons que l'économie c'est la richesse. Nous savons que nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre. » Cependant, je me permets de dire que peut-être il y a plus de cas d'échecs qui surviennent par erreur à ce stade que dans presque tout autre. Le fait est que beaucoup de gens croient comprendre l'économie alors qu'ils ne le font pas vraiment. La vraie économie est mal comprise et les gens avancent dans la vie sans bien comprendre ce principe. On se dit j'ai un revenu de temps, et voici mon voisin qui a la même chose, pourtant chaque année, il avance alors que je reste à la traîne. Pourquoi en est-il ainsi? Je sais tout sur mon économie, je crois le savoir. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des hommes qui pensent que l'économie consiste à économiser les bouts de fromage et les bouts de bougie, à rogner 2 pence sur la facture de la blanchisseuse et à faire toutes sortes de petites choses mesquines et sales. L'économie n'est pas la mesquinerie. Le malheur est, en outre, que cette classe de personnes laisse son économie s'appliquer dans une seule direction. Ils pensent être si merveilleusement économiques en économisant un demi-penny là où ils devraient en dépenser 2. Ils pensent pouvoir se permettre de gaspiller dans d'autres directions. Il y a quelques années, avant que l'huile de kérosène ne soit découverte ou pensée, on pouvait passer la nuit dans presque n'importe quelle ferme des régions agricoles et avoir un très bon dîner. Mais après le dîner, essayer de lire dans le salon était impossible avec la lumière insuffisante d'une bougie. L'hôtesse, voyant votre dilemme, dirait « Il est assez difficile de lire ici le soir ». Le proverbe dit qu'il faut avoir un bateau en mer pour pouvoir brûler 2 bougies à la fois. Nous n'avons jamais une bougie supplémentaire, sauf en des occasions spéciales, ces occasions spéciales arrivent peut-être 2 fois par an. De cette façon, la bonne femme économise 5, 6 ou 10 dollars sur cette période, mais les informations qu'elle pourrait tirer d'avoir la lumière supplémentaire dépasseraient bien sur de loin une tonne de bougies. Mais le problème ne s'arrête pas là. Pensant être si économe en bonbons de suif, elle pense pouvoir se permettre d'aller fréquemment en ville et de dépenser 20 ou 30 dollars en rubans, dont beaucoup ne sont pas nécessaires. Cette fausse connotation peut être fréquemment observée chez les hommes d'affaires, et dans ces cas, elle se manifeste souvent jusqu'au papier à lettres. On trouve de bons hommes d'affaires qui gardent tous les vieux enveloppes et morceaux de papier et ne déchireraient pas une nouvelle feuille de papier s'ils pouvaient l'éviter pour rien au monde. Tout cela est très bien, cela peut leur faire économiser 5 ou 10 dollars par an de cette manière, mais en étant si économes seulement en papier pour des notes, ils pensent pouvoir se permettre de perdre du temps à avoir des fêtes coûteuses et à conduire leur voiture. Ceci est une illustration du docteur Franklin économisant sur le robinet et gaspillant dans le trou. En parlant de cette catégorie de personnes à idée unique, il dit qu'elles sont comme l'homme qui a acheté un hareng pour 1 sou pour le dîner de sa famille, puis a engagé un attelage et 4 chevaux pour le ramener à la maison. Je n'ai jamais connu de personne ayant réussi en pratiquant ce type d'économie.
La véritable économie consiste à toujours faire en sorte que les revenus dépassent les dépenses, à user un peu plus les vieux vêtements si nécessaire, à se passer de la nouvelle paire de gants, à réparer la vieille robe, à vivre avec une nourriture plus simple si besoin est, de manière à ce que dans toutes les circonstances, à moins qu'un accident imprévu n'intervienne, il y ait une marge en faveur des revenus. 1 centime par ici et $1 par là, placés à intérêt, s'accumulent et atteignent ainsi le résultat désiré. Peut-être faut-il un peu d'entraînement pour parvenir à cette économie, mais une fois habitué, vous constaterez qu'il y a plus de satisfaction dans l'épargne rationnelle que dans la dépense irrationnelle. Voici une recette que je recommande, j'ai découvert que c'est un excellent remède contre l'extravagance, et particulièrement contre l'économie erronée. Lorsque vous constatez qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas de surplus malgré de bons revenus, je vous conseille de prendre quelques feuilles de papier et de les former en un livre. Notez chaque dépense, chaque jour ou chaque semaine, dans 2 colonnes, l'une intitulée Besoin ou même Confort, et l'autre intitulée Luxe. Vous découvrirez que la dernière colonne sera le double, voire le triple, et souvent 10 fois plus grande que la première. Les vrais conforts de la vie ne coûtent qu'une petite partie de ce que la plupart d'entre nous peuvent gagner. Le docteur Franklin dit que ce sont les yeux des autres et non les nôtres qui nous ruinent. Si tout le monde était aveugle sauf moi, je me soucierais peu des beaux vêtements ou meubles. C'est la crainte de ce que pourrait dire Madame Grundy qui maintient les narines de nombreuses familles respectables sur la meule de l'affûtage. Aux États-Unis, beaucoup aiment répéter que nous sommes tous libres et égaux, mais c'est une grande erreur à plus d'un titre. Nous naissons libres et égaux, c'est une vérité glorieuse dans un sens. Mais nous ne naissons pas tous également riches, et nous ne le serons jamais. On pourrait dire, il y a un homme qui gagne $50 000 par an, alors que je n'en gagne que 1000. Je connais ce type. Quand j'étais pauvre comme je le suis maintenant, il était riche et se croyait meilleur que moi. Je lui prouverai que je suis aussi bon que lui. J'irai acheter un cheval et un carrosse. Non, je ne peux pas me le permettre, mais j'irai en louer un et je monterai cet après-midi sur le même chemin que lui, pour lui prouver que je suis aussi bon que lui. Mon ami, vous n'avez pas besoin de vous donner cette peine, vous pouvez facilement prouver que vous êtes aussi bon que lui en agissant simplement comme lui. Vous ne pouvez pas faire croire à qui que ce soit que vous êtes aussi riche que lui. De plus, si vous adoptez ces manières et dépensez votre argent ainsi, votre pauvre épouse sera contrainte de se serrer la ceinture à la maison, achetant le thé 2 par 2 et tout le reste en proportion, pour que vous puissiez maintenir les apparences et au final, tromper personne. D'autre part, Madame Smith pourrait dire que sa voisine d'à accent grave coté a épousé Johnson pour son argent et tout le monde le dit. Elle a un joli châle en poil de chameau à $1000, alors elle demandera à Smith d'en obtenir une imitation et s'assiera sur un banc juste à côté de sa voisine à l'église pour montrer qu'elle est pareille. Ma bonne femme ne s'en sortira pas dans ce monde si votre vanité et votre jalousie prennent ainsi le dessus, dans ce pays où nous croyons que la majorité devrait gouverner. Nous ignorons ce principe en ce qui concerne la mode et laissons un petit groupe de personnes se nommant elles-mêmes l'aristocratie établir un faux standard de perfection, et dans l'effort pour s'élever à ce standard, nous restons constamment pauvres, à tout moment grattant pour des apparences extérieures. Il est bien plus sage d'être sa propre loi et de dire, nous régulerons nos sorties en fonction de nos revenus et nous économiserons quelque chose pour les jours de pluie. Les gens devraient être aussi sensés en matière de gain d'argent que pour tout autre sujet. Des causes similaires produisent des effets similaires. On ne peut pas accumuler une fortune en empruntant le chemin qui mène à la pauvreté. Aucun prophète n'a besoin de nous dire que ceux qui vivent pleinement selon leurs moyens sans penser à un revers dans cette vie ne pourront jamais atteindre une indépendance financière. Les hommes et les femmes habitués à satisfaire tous leurs caprices trouveront difficile au début de réduire leurs diverses dépenses inutiles et ressentiront que c'est un grand sacrifice de vivre dans une maison plus petite que celle à laquelle ils sont habitués, avec des meubles moins coûteux, moins de compagnie, des vêtements moins chers, moins de domestiques, un nombre moindre de bals, fêtes, sorties au théâtre, promenades en calèche, excursions de plaisir, fumer des cigares, boire de
l'alcool et autres extravagances. Mais après tout, s'ils essaient le plan d'accumuler un petit pécule, ou en d'autres termes, une petite somme d'argent à intérêt ou judicieusement investie dans des terres, ils seront surpris du plaisir que procure l'addition constante à leurs petites réserves, ainsi que tous les habitudes d'économie qui naissent de cette démarche. Le vieux costume et le vieux chapeau et robe suffiront pour une autre saison. L'eau fraîche d'une source est meilleure que le champagne. Un bain froid et une promenade énergique seront plus stimulants qu'une balade en calèche de luxe. Une conversation sociale, une soirée de lecture en famille, ou une heure de jeu de société seront bien plus agréables qu'une fête à 50 ou 500 $ lorsque l'on réfléchit à la différence de coût pour ceux qui commencent à apprécier les plaisirs de l'économie. Des milliers d'hommes restent dans la pauvreté et des dizaines de milliers le deviennent après avoir acquis assez pour vivre confortablement toute leur vie, à cause d'avoir établi leur plan de vie sur une base trop large. Certaines familles dépensent 20 000 $ par an, voire beaucoup plus, et auraient du mal à vivre avec moins, tandis que d'autres jouissent d'une vie plus solide, souvent avec un 20e de cette somme. La prospérité est un test plus difficile que l'adversité, surtout la prospérité soudaine. Ce qui vient facilement, s'en va facilement, c'est un vieux proverbe vrai. L'esprit de fierté et de vanité, quand il est autorisé à avoir un contrôle complet, est le ver qui ronge les entrailles même des possessions terrestres d'un homme, qu'elles soient petites ou grandes, des centaines ou des millions. Beaucoup de personnes, quand elles commencent à prospérer, élargissent immédiatement leurs idées et commencent à dépenser pour des luxes, jusqu'à ce que leurs dépenses dépassent rapidement leurs revenus, ruinant leur ridicule tentative de maintenir les apparences et de faire sensation. Je connais un homme fortuné qui a dit que quand il a commencé à prospérer, sa femme avait un nouveau canapé élégant. Ce canapé, dit-il, m'a coûté 30 000 $. Quand le canapé est arrivé à la maison, il a fallu acheter des chaises assorties, puis des buffets, tapis, et tables pour correspondre, et ainsi de suite à travers tout le stock de meubles. À la fin, il a été constaté que la maison elle-même était trop petite et démodée pour les meubles, alors une nouvelle a été construite pour correspondre aux nouveaux achats. Ainsi, ajouta mon ami, en additionnant une dépense de 30 000 $ causée par ce seul canapé, et assemblée par moi en tant que serviteur de bagages, et en plus des dépenses nécessaires pour entretenir une belle demeure, elles ont abouti à une dépense annuelle de 11 000 $, alors qu'il y a 10 ans, nous vivions avec beaucoup plus de véritable confort, avec beaucoup moins de soucis, pour seulement quelques centaines. La vérité est que, continua-t-il, ce canapé m'aurait conduit à la faillite inévitable si un titre de prospérité ne m'avait pas maintenu au-dessus d'elle, et si je n'avais pas refréné le désir naturel de couper les ponts. La base du succès dans la vie est la bonne santé. C'est le substrat de la fortune, c'est aussi la base du bonheur. Une personne ne peut pas bien accumuler une fortune quand elle est malade. Elle n'a pas d'ambition, pas d'incitation, pas de force. Bien sûr, il y a ceux qui ont une mauvaise santé et qui ne peuvent rien y faire. On ne peut attendre de telles personnes qu'elles puissent accumuler une fortune. Mais il y a beaucoup de personnes en mauvaise santé qui n'ont pas à l'être. Si la santé est la base du succès et du bonheur dans la vie, combien il est important d'étudier les lois de la santé, qui ne sont rien d'autre qu'une autre expression des lois de la nature. Plus nous nous conformons aux lois de la nature, plus nous nous approchons de la bonne santé. Pourtant, combien de personnes ne prêtent aucune attention aux lois naturelles, mais les enfreignent absolument, même contre leur inclinaison naturelle. Nous devons savoir que le péché de l'ignorance n'est jamais ignoré en ce qui concerne la violation des lois de la nature. Sa transgression entraîne toujours une punition. Un enfant peut mettre son doigt dans les flammes sans savoir qu'il va se brûler, et ainsi souffre-t-il des remords. Même l'intelligence ne l'arrêtera pas. Beaucoup de nos ancêtres savaient très peu du principe de la ventilation, ils ne connaissaient pas grand-chose à l'oxygène, peu importe le djinn qu'ils connaissaient. En conséquence, ils ont construit leur maison avec de petites pièces de 7 par 9 pieds. Ces bons puritains pieux se confinaient dans l'une de ces cellules, disaient leurs prières et allaient se coucher. Le matin,
ils remerciaient dévotement d'avoir préservé leur vie pendant la nuit, et personne n'avait de meilleure raison d'être reconnaissant. Probablement, une grande fente dans le mur où la porte laissait entrer un peu d'air frais et les sauvait. Beaucoup de gens enfreignent délibérément les lois de la nature contre leurs meilleurs instincts pour suivre la mode. Par exemple, il y a une chose que personne, sauf le ver de terre, n'a jamais aimé naturellement, et c'est le tabac. Pourtant, combien de personnes y entrent délibérément dans un appétit antinaturel, surpassant à tel point ce penchant imposé par le tabac, qu'ils en viennent à l'aimer? Ils se sont laissés prendre par une herbe toxique et répugnante, ou plutôt, elle s'est fermement emparée d'eux. Il y a des hommes mariés qui crachent du jus de tabac sur le tapis et le sol et parfois même sur leurs femmes. Ils ne les battent pas comme le font les ivrognes, mais elles doivent souvent souhaiter qu'elles soient hors de la maison. Une autre caractéristique dangereuse est que cet appétit artificiel, comme la jalousie, grandit avec ce qui le nourrit. Quand on aime ce qui n'est pas naturel, cela crée un appétit plus fort pour ce qui fait du mal que le désir naturel pour ce qui est inoffensif. Il y a un vieux proverbe qui dit que l'habitude est une seconde nature, mais une habitude artificielle est plus forte que la nature. Prenons par exemple un vieux mâcheur de tabac. Son amour pour le tabac est plus fort que son amour pour n'importe quel type de nourriture, en particulier. Il peut renoncer à la viande rôtie plus facilement qu'à l'herbe. Les jeunes regrettent de ne pas être des hommes. Ils aimeraient se coucher comme des enfants et se lever comme des hommes, et pour y parvenir, ils imitent les mauvaises habitudes de leurs aînés. Les petits Tom et Johnny voient leurs parents ou leurs oncles fumer la pipe et disent « Si je pouvais faire ça, je serais aussi un homme. » L'oncle John est sorti et a laissé sa pipe de tabac. Allons l'essayer. Ils prennent une allumette et l'allument, puis tirent une bouffée. Apprends à fumer, tu aimes ça, Johnny? Le garçon répond tristement, pas vraiment, ça a un goût amer. Peu à peu, il pâlit, mais persiste et bientôt offre un sacrifice à l'autel de la mode. Mais les garçons s'y accrochent et persévèrent, jusqu'à ce qu'ils finissent par vaincre leurs appétits naturels et deviennent les victimes des goûts acquis. Je parle d'après le livre, car j'ai remarqué ces effets sur moi-même. Ayant fumé 10 ou 15 cigarettes par jour pendant les 14 dernières années, bien que je n'ai pas touché à l'herbe depuis et ne le ferai plus jamais. Plus un homme fume, plus il désire fumer. Le dernier cigare fumé ne fait qu'exciter le désir d'un autre, et ainsi de suite. Par exemple, le mâcheur de tabac, dès le matin lorsqu'il se lève, met une livre de tabac dans sa bouche et la garde là toute la journée sans jamais l'enlever, sauf pour la remplacer par une nouvelle, ou lorsqu'il va manger. À intervalles tout au long de la journée et de la nuit, beaucoup de mâcheurs retirent la livre et la gardent dans leurs mains juste assez longtemps pour prendre une gorgée, puis la remettent. Cela montre simplement que l'appétit pour le rhum est encore plus fort que celui du tabac. Quand le mâcheur de tabac va dans votre verger ou votre potager et vous montre vos beautés de jardin, quand vous lui offrez des fruits secs et mûrs et que vous lui dites « Mon ami, j'ai ici les plus délicieuses pommes, poires, pêches et abricots, importés d'Espagne, de France et d'Italie. Regardez ces délicieux raisins, rien n'est plus délicieux ni plus sain que les fruits mûrs. Alors, servez-vous, je veux vous voir vous délecter de ces choses. » Il passera cher quitte sous sa langue et répondra « Je ne te remercie pas, j'ai du tabac dans la bouche. » Son palais est narcotisé par cette herbe nocive et il a en grande partie perdu le goût délicat et enviable pour les fruits. Cela démontre les habitudes coûteuses, inutiles et nuisibles que les hommes acquièrent. Je parle par expérience, car j'ai fumé jusqu'à trembler comme une feuille de peuplier. Mon sang montait à la tête et j'avais des palpitations cardiaques que je croyais être une maladie cardiaque, jusqu'à ce que la peur me tue presque. Lorsque j'ai consulté mon médecin, il m'a dit « Arrêtez de fumer du tabac. » Non seulement je nuisais à ma santé et dépensais beaucoup d'argent, mais je donnais également un mauvais exemple. J'ai obéi à son conseil. Aucun jeune homme au monde n'est aussi beau qu'il le pense derrière un cigare à 1500 ou un nuage de fumée. Ces observations s'appliquent 10 fois plus au fait de boire pour gagner de l'argent. Il faut un cerveau clair.
Un homme doit voir que 2 et 2 font 4. Il doit établir tous ses plans avec réflexion et prévoyance, et examiner de près tous les détails et les particularités des affaires. De même, aussi intelligent qu'un homme puisse être, si son esprit est embrouillé et son jugement déformé par l'alcool, il lui est impossible de mener à bien les affaires. Combien d'opportunités ont été perdues à jamais tandis qu'un homme prend un verre avec un ami? Combien de transactions insensées ont été faites sous l'influence de la substance nerveuse qui fait temporairement croire à sa victime qu'elle est riche? Combien d'opportunités importantes ont été reportées au lendemain et ensuite oubliées pour toujours, car le verre de vin a plongé le système dans un état de léthargie, neutralisant les énergies si essentielles au succès dans les affaires? En vérité, le vin est un trompeur. L'utilisation de boissons alcoolisées comme boisson est aussi irrationnelle que l'est l'opium pour les Chinois. Le premier est aussi destructeur pour le succès de l'homme d'affaires que le second est un mal inqualifiable, totalement indéfendable à la lumière de la philosophie, de la religion ou du bon sens. C'est le père de presque tous les autres maux de notre pays. Ne confonds pas ta vocation. Le plan le plus sûr et le plus réussi pour le jeune qui débute dans la vie est de choisir une vocation qui correspond le plus à ses goûts. Les parents et les tuteurs sont souvent trop négligents à ce sujet. Il est très courant qu'un père dise par exemple, « J'ai 5 enfants. Je ferai de Billon un clerc, de moi un avocat, de toi un médecin et je dédie Sam à la ferme. » Ensuite, il va en ville, regarde autour de lui pour voir ce que Sam pourrait faire, et rentre chez lui en disant, « Sam, je vois que l'horlogerie est un bon métier, mon cher, je pense que je vais te faire bijoutier. » Il le fait sans tenir compte des inclinations naturelles de Sam ou de son génie. Nous sommes tous nés sans doute pour un but sage. Il y a autant de diversité dans notre cerveau que dans nos visages. Certains naissent mécaniciens par nature, alors que d'autres ont une grande aversion pour la machinerie. Rassemblez une douzaine d'enfants de 10 ans et vous remarquerez bientôt que 2 ou 3 taillent quelques dispositifs ingénieux, travaillent sur des serrures ou des machines compliquées. Quand ils n'avaient que 5 ans, leur père ne pouvait trouver aucun jouet qui leur plaisait, tel qu'un puzzle. Ils sont mécaniciens par nature. Mais les 8 ou 9 autres enfants ont des aptitudes différentes. Je fais partie de cette dernière classe. Je n'ai jamais eu le moindre amour pour la mécanique. Au contraire, j'ai une sorte de dégoût pour les machines compliquées. Je n'ai jamais eu l'ingéniosité nécessaire pour tailler un robinet de cidre pour qu'il ne goûte pas. Je n'ai jamais pu fabriquer une plume avec laquelle écrire, ni comprendre le principe d'une machine à vapeur. Si un homme prenait un garçon comme moi et tentait de le transformer en horloger, le garçon pourrait, après un apprentissage de 5 ou 7 ans, être capable de démonter et remonter une montre. Mais toute sa vie, il travaillerait à contre-cœur, cherchant toute excuse pour quitter son travail et perdre du temps. L'horlogerie lui serait répugnante. À moins qu'un homme ne se consacre à la vocation prévue pour lui par la nature, celle qui correspond le mieux à son génie particulier, il ne pourra pas réussir. Je suis heureux de croire que la plupart des gens trouvent leur vocation appropriée. Cependant, nous voyons beaucoup de gens qui ont manqué leur vocation, du forgeron au clerc. Vous verrez par exemple un linguiste extraordinaire, le forgeron érudit qui aurait dû être professeur de langue. Et vous verrez des avocats, des médecins et des ecclésiastiques qui étaient mieux doués naturellement pour le marteau ou la pierre. Choisir le bon endroit après avoir trouvé la vocation appropriée est tout aussi important. Vous pourriez être fait pour être un hôtelier. On dit qu'il faut un génie pour savoir comment gérer un hôtel. Vous pourriez diriger un hôtel comme une horloge et servir efficacement 500 clients chaque jour. Cependant, si vous placez votre maison dans un petit village sans communication par chemin de fer ou transport public, l'emplacement serait sa ruine. Il est tout aussi important de ne pas commencer une entreprise là où il y en a déjà suffisamment pour répondre à toutes les demandes dans la même occupation. Je me souviens d'un cas qui illustre ce point. Quand j'étais à Londres en 1858, je passais devant Holborn avec un ami anglais et nous sommes arrivés au Penny Show.
Ils avaient d'immenses dessins à l'extérieur représentant les merveilleuses curiosités que l'on pouvait voir, tout pour un sou. Étant quelque peu attiré par le spectacle, je dis, entrez ici. Bientôt, nous nous sommes retrouvés en présence de l'illustre montreur d'exposition, qui s'est avéré être l'homme le plus habile dans ce domaine que j'ai jamais rencontré. Il nous a raconté quelques histoires extraordinaires concernant ces dames à barbe, ces albinos et ces tatous, que nous pouvions à peine croire. Mais nous avons pensé qu'il valait mieux croire que de chercher la preuve. Enfin, il nous a attiré l'attention sur quelques statues de cire. Il nous a montré un tas de figures de cire plus sales et dégoûtantes que l'on puisse imaginer, qui semblaient n'avoir pas vu l'eau depuis le déluge. « Qu'y a-t-il de merveilleux dans votre statuaire » demandai-je. « Je vous prie de ne pas parler avec tant de satire, monsieur, » répliqua-t-il, « ce ne sont pas des figures de cire de Madame Tussaud, toutes couvertes d'or et de faux diamants, et copiées à partir de gravures et de photographies. Les miennes, monsieur, ont été prises du naturel. Chaque fois que vous voyez l'une de ces figures, vous pouvez considérer que vous regardez l'individu vivant. Les regardant attentivement, j'en ai vu une étiquetée Henri VIII et ressemblant un peu à Calvin Edson, le squelette vivant. J'ai dit, tu appelles cela Henri VIII? Il a répondu, certainement, monsieur, il a été pris sur le vif à Hampton Court par ordre spécial de Sa Majesté à telle date. Il aurait donné l'heure du jour. Si je m'étais opposé, lui dis-je, tout le monde sait qu'Henri VIII était un vieux roi très corpulent, et cette figure est mince et allongée. Que dites-vous à cela? Parce que, répondit-il, vous seriez mince et maigre aussi si vous aviez été assis là aussi longtemps que lui. Il n'y avait pas moyen de résister à de tels arguments. J'ai dit à mon ami anglais, sortons d'ici. Ne lui dis pas qui je suis, il m'épingle. Il nous a suivis jusqu'à la porte et, voyant la foule dans la rue, a crié, messieurs, je vous prie de prêter attention à la prestance de mes visiteurs, nous désignant du doigt. Alors que nous nous éloignions, quelques jours plus tard, je l'ai appelé. Je lui ai raconté qui j'étais et lui ai dit, mon ami, vous êtes un excellent montreur d'exposition. Mais il a choisi un mauvais endroit, répondis-je. C'est vrai, monsieur. Je sens que tous mes talents sont gaspillés. Mais que puis-je faire? Tu pourrais aller en Amérique, lui dis-je. Là-bas, tu pourrais libérer tes facultés. En Amérique, tu trouveras beaucoup d'espace pour te déployer. Je te proposerai un contrat de 2 ans, puis tu pourras être indépendant. Il accepta mon offre et resta 2 ans dans mon musée à New York. Ensuite, il partit pour la Nouvelle-Orléans et y tint un spectacle itinérant pendant l'été. Aujourd'hui, il vaut $60 000, simplement parce qu'il a choisi la bonne vocation et a également assuré le bon emplacement. Le vieux proverbe dit que 3 déménagements sont aussi mauvais qu'un incendie, mais lorsqu'un homme est en feu, peu importe à quelle vitesse ou à quelle fréquence il se déplace. Éviter les dettes est crucial pour les jeunes qui débutent dans la vie. Il n'y a presque rien qui entraîne autant une personne que les dettes. C'est une position d'esclavage, et pourtant nous trouvons de nombreux jeunes à peine sortis de l'adolescence endettés. L'un d'eux rencontre un ami et lui dit, « Regarde ça, j'ai obtenu du crédit pour un nouveau costume. » Il semble considérer les vêtements comme un cadeau, mais souvent ce n'est pas le cas. S'il réussit à payer puis à obtenir à nouveau du crédit, il adopte une habitude qui le maintiendra dans la pauvreté toute sa vie. Les dettes volent à un homme son estime de soi et le font presque se mépriser. Grommelant, gémissant et travaillant pour ce qu'il a consommé ou usé, lorsqu'on lui demande de payer, il n'a rien à montrer pour son argent. Cela s'appelle proprement travailler pour un cheval mort. Je ne parle pas des commerçants qui achètent et vendent à crédit, ni de ceux qui achètent à crédit pour transformer l'achat en bénéfice. Un vieux Quaker a dit à son fils agriculteur, « John, ne te fie jamais. Mais si on te fait crédit, que ce soit pour de l'engrais, car cela t'aidera à le rembourser. » Monsieur Bichet conseille aux jeunes de s'endetter s'ils le peuvent pour une petite somme lors de l'achat de terre dans les zones rurales. Si un jeune dit,
Je m'endette seulement pour quelques terres et ensuite je me marie, ces deux choses le maintiendront droit, ou rien ne le fera. Cela peut être sûr jusqu'à un certain point, mais s'endetter pour la nourriture, les boissons et les vêtements doit être évité. Certaines familles ont la mauvaise habitude de contracter des crédits dans les magasins et achètent souvent beaucoup de choses dont elles pourraient se passer. Il est facile de dire, j'ai du crédit pour 70 jours et si je n'ai pas l'argent, le créancier ne pensera rien. Il n'y a pas de gens dans le monde ayant une aussi bonne mémoire que les créanciers. Quand les 60 jours sont écoulés, tu devras payer. Si tu ne paies pas, tu rompras ta promesse et tu recourras probablement à une fausseté. Tu peux inventer une excuse ou t'endetter ailleurs pour payer, mais cela ne fait que t'impliquer davantage. Un jeune homme beau et paresseux est l'apprenti Horace. Son patron lui dit, « Horace, as-tu déjà vu un escargot ?»« Je crois en avoir vu un, » répondit-il. « Alors tu dois savoir ce que signifie être connu, car je suis sûr que tu n'as jamais dépassé un. »« Non, » dit l'employeur. « Ton créancier te rencontrera ou te précédera et te dira, « Maintenant, mon jeune ami, tu as accepté de me payer et tu ne l'as pas fait. Tu dois me donner un billet à ordre avec intérêt. » Et ainsi, il commence à travailler contre toi. C'est un cheval mort. Le créancier se couche le soir et se lève le matin mieux qu'il ne l'était lorsqu'il s'est couché, car ses intérêts ont augmenté pendant la nuit. Mais toi, tu t'appauvris pendant ton sommeil, car les intérêts s'accumulent contre toi. L'argent est à certains égards comme le feu, un excellent serviteur mais un terrible maître. Lorsque cela vous domine, lorsque les intérêts s'accumulent constamment contre vous, cela vous maintiendra dans la pire forme d'esclavage. Mais laissez l'argent travailler pour vous et vous aurez le serviteur le plus dévoué du monde. Il n'est pas un esclave des yeux, rien d'animé ou d'inanimé ne travaille aussi fidèlement que l'argent lorsqu'il est placé à un intérêt bien assuré. Il travaille nuit et jour, par temps humide ou sec. Je suis né dans l'État du Connecticut, où les vieux puritains avaient des lois si strictes qu'on disait qu'ils amendaient un homme pour avoir embrassé sa femme le dimanche. Pourtant, ces vieux puritains riches avaient des milliers de dollars à intérêt, et le samedi soir, ils valaient une certaine somme. Le dimanche, ils allaient à l'église et remplissaient tous les devoirs d'un chrétien. En se réveillant le lundi matin, ils se trouvaient considérablement plus riches que la nuit du samedi précédent, simplement parce que leur argent, placé à intérêt, avait fidèlement travaillé pour eux tout le dimanche, conformément à la loi. Ne laissez pas cela vous nuire. Si vous le faites, vous n'aurez aucune chance de succès dans la vie en ce qui concerne l'argent. John Randolph, l'excentrique virginien, s'est exclamé un jour au Congrès, « Monsieur le Président, j'ai découvert la pierre philosophale, payée au fur et à mesure que vous avancez. » C'est en effet plus proche de la pierre philosophale que n'importe quel alchimiste n'a jamais été. Persévérer. Lorsqu'un homme est sur la bonne voie, il doit persévérer. Je parle de cela parce qu'il y a des personnes qui naissent fatiguées, naturellement paresseuses et qui ne possèdent ni la confiance en soi ni la persévérance. Mais elles peuvent cultiver ces qualités. Comme le disait David Crockett, cette chose, souviens-toi, lorsque je suis mort, assure-toi que tu as raison, puis avance. C'est cette volonté, cette détermination à ne pas laisser l'horreur ou la mélancolie prendre le dessus sur vous pour vous faire lâcher vos efforts dans la lutte pour l'indépendance, que vous devez cultiver. Combien ont été sur le point d'atteindre leur objectif ambitieux mais, en perdant confiance en eux-mêmes, ont relâché leurs efforts et laissé échapper la chance dorée pour toujours? Sans aucun doute, comme le dit Shakespeare, il y a une marée dans les affaires des hommes, qui, prise dans la montée, conduit à la fortune. Si vous hésitez, une main plus audacieuse se tendra devant vous et remportera la récompense. Rappelez-vous le proverbe de Salomon, celui qui donne au-delà de ses moyens s'appauvrit, mais la main diligente s'enrichit. La persévérance n'est parfois rien d'autre que l'autosuffisance. Beaucoup de gens regardent naturellement le côté sombre de la vie et se prêtent aux problèmes. Ils sont nés ainsi, puis demandent conseil et seront dirigés par un vent puis soufflés par un autre, et ne peuvent pas se faire confiance.
Jusqu'à ce que vous ayez confiance en vous-même, vous ne devez pas espérer réussir. J'ai personnellement connu des hommes qui ont rencontré des revers financiers et se sont suicidés absolument parce qu'ils pensaient ne jamais pouvoir surmonter leur malheur. Mais j'ai connu d'autres personnes qui ont rencontré des difficultés financières plus sérieuses et les ont surmontées par simple persévérance, aidées par la ferme conviction qu'elles faisaient ce qui était juste et que la providence triompherait du mal par le bien. Vous verrez cela illustré dans n'importe quel domaine de la vie. Prenez deux généraux, tous deux comprennent les tactiques militaires, tous deux ont été éduqués à West Point, si vous le voulez, tous deux sont également doués. Pourtant, l'un a ce principe de persévérance et l'autre en est dépourvu. Le premier réussira dans sa profession, tandis que le second échouera. Maintenant, le vieil adage est plein de vérité et de sens, tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Beaucoup d'hommes acquièrent une fortune en faisant leur travail en profondeur, tandis que leur voisin reste pauvre toute sa vie parce qu'il ne le fait qu'à moitié. L'ambition, l'énergie, l'industrie et la persévérance sont des exigences indispensables pour réussir dans les affaires. La fortune favorise toujours les audacieux et ne vient jamais en aide à un homme qui ne cède pas lui-même. Passer le temps comme aime Hermie Cobert, en espérant que quelque chose se présente, mène souvent ces hommes à l'asile ou à la prison, car l'oisiveté engendre de mauvaises habitudes et habille l'homme en haillons. Le pauvre vagabond prodigue dit à un homme riche, « J'ai découvert qu'il y a suffisamment d'argent dans le monde pour nous tous, s'il était partagé équitablement. Nous devons le faire et alors nous serons tous heureux ensemble. » Mais la réponse fut, « Si tout le monde était comme toi, il serait dépensé en 2 mois, et que ferais-tu alors ? » Diviser à nouveau et continuer à diviser, bien sûr. Récemment, j'ai lu dans un journal londonien le récit d'un mendiant philosophe expulsé d'une pension bon marché parce qu'il ne pouvait pas payer sa note, mais qui avait un rouleau de papier dépassant de la poche de son manteau. Après l'avoir examiné, il s'est avéré être un plan pour rembourser la dette nationale d'Angleterre sans l'aide d'un sou. Les gens doivent faire, comme le disait Cromwell, non seulement confiance en la providence, mais garder la poudre sèche. Faites votre part du travail ou vous ne pourrez pas réussir. Une nuit, alors que Mahomet campait dans le désert, il entendit l'un de ses fidèles fatigués dire, « Je vais lâcher mon chameau et le confier à Dieu. » « Non, 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 dit le prophète, ton chameau et confie-le à Dieu. Faites tout ce que vous pouvez pour vous-même, puis confiez-vous à la providence, au hasard ou comme vous voulez l'appeler, pour le reste. Cela dépend de vos propres efforts personnels. L'œil de l'employeur vaut souvent plus que les mains d'une douzaine d'employés. Dans la nature des choses, un agent ne peut être aussi fidèle à son employeur qu'à lui-même. Beaucoup d'entrepreneurs se souviendront de cas où les meilleurs employés ont manqué des points importants qui n'auraient pas pu échapper à leur propre observation. En tant que propriétaire, aucun homme n'a le droit de s'attendre à réussir dans la vie s'il ne comprend pas son entreprise. Et personne ne peut comprendre son entreprise en profondeur à moins de l'apprendre par l'application et l'expérience personnelle. Un homme peut être un fabricant, il doit apprendre les nombreux détails de son entreprise personnellement, apprendre quelque chose chaque jour et constater qu'il commettra presque chaque jour des erreurs, et ces mêmes erreurs lui serviront d'expérience s'il les prend en compte. Ce sera comme le vendeur de peau Yankee qui, ayant été trompé sur la qualité lors de l'achat de sa marchandise, dit « C'est bien, il y a un peu d'informations gagnées chaque jour, je ne serai plus jamais trompé de cette manière. » C'est ainsi qu'un homme acquiert son expérience, et c'est la meilleure sorte s'il ne l'achète pas à un prix trop élevé. Je soutiens que tout homme doit, comme bouffonne le naturaliste français, connaître son métier à fond. Il était si compétent dans l'étude de l'histoire naturelle qu'on aurait pu lui apporter un os, voire une sélection d'un os d'un animal qu'il n'avait jamais vu décrit, et raisonnant par analogie, il était capable de dessiner l'objet à partir duquel l'os avait été extrait. Une fois, ses élèves ont tenté de le tromper en enveloppant l'un d'eux dans une peau de vache et en le plaçant sous la table du professeur comme un nouvel échantillon. Maintenant, le vieil adage est plein de vérité et de sens, tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Beaucoup d'hommes acquièrent une fortune en faisant leur travail en profondeur,
tandis que leur voisin reste pauvre toute sa vie parce qu'il ne le fait qu'à moitié. L'ambition, l'énergie, l'industrie et la persévérance sont des exigences indispensables pour réussir dans les affaires. La fortune favorise toujours les audacieux et ne vient jamais en aide à un homme qui ne cède pas lui-même. Passer le temps comme aime Hermie Cobert, en espérant que quelque chose se présente, mène souvent ces hommes à l'asile ou à la prison, car l'oisiveté engendre de mauvaises habitudes et habille l'homme en haillons. Le pauvre vagabond prodigue dit à un homme riche, « J'ai découvert qu'il y a suffisamment d'argent dans le monde pour nous tous, s'il était partagé équitablement. Nous devons le faire et alors nous serons tous heureux ensemble. » Mais la réponse fut, « Si tout le monde était comme toi, il serait dépensé en 2 mois, et que ferais-tu alors ? » Diviser à nouveau et continuer à diviser, bien sûr. Récemment, j'ai lu dans un journal londonien le récit d'un mendiant philosophe expulsé d'une pension bon marché parce qu'il ne pouvait pas payer sa note, mais qui avait un rouleau de papier dépassant de la poche de son manteau. Après l'avoir examiné, il s'est avéré être un plan pour rembourser la dette nationale d'Angleterre sans l'aide d'un sou. Les gens doivent faire, comme le disait Cromwell, non seulement confiance en la Providence, mais garder la poudre sèche. Faites votre part du travail ou vous ne pourrez pas réussir. Une nuit, alors que Mahomet campait dans le désert, il entendit l'un de ses fidèles fatigués dire, « Je vais lâcher mon chameau et le confier à Dieu. » « Non, 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 dit le prophète, ton chameau et confie-le à Dieu. Faites tout ce que vous pouvez pour vous-même, puis confiez-vous à la Providence, au hasard ou comme vous voulez l'appeler, pour le reste. Cela dépend de vos propres efforts personnels. L'œil de l'employeur vaut souvent plus que les mains d'une douzaine d'employés. Dans la nature des choses, un agent ne peut être aussi fidèle à son employeur qu'à lui-même. Beaucoup d'entrepreneurs se souviendront de cas où les meilleurs employés ont manqué des points importants qui n'auraient pas pu échapper à leur propre observation. En tant que propriétaire, aucun homme n'a le droit de s'attendre à réussir dans la vie s'il ne comprend pas son entreprise. Et personne ne peut comprendre son entreprise en profondeur à moins de l'apprendre par l'application et l'expérience personnelle. Un homme peut être un fabricant, il doit apprendre les nombreux détails de son entreprise personnellement, apprendre quelque chose chaque jour et constater qu'il commettra presque chaque jour des erreurs, et ces mêmes erreurs lui serviront d'expérience s'il les prend en compte. Ce sera comme le vendeur de peau Yankee qui, ayant été trompé sur la qualité lors de l'achat de sa marchandise, dit « C'est bien, il y a un peu d'informations gagnées chaque jour, je ne serai plus jamais trompé de cette manière. » C'est ainsi qu'un homme acquiert son expérience, et c'est la meilleure sorte s'il ne l'achète pas à un prix trop élevé. Je soutiens que tout homme doit, comme bouffonne le naturaliste français, connaître son métier à fond. Il était si compétent dans l'étude de l'histoire naturelle qu'on aurait pu lui apporter un os, voire une sélection d'un os d'un animal qu'il n'avait jamais vu décrit, et raisonnant par analogie, il était capable de dessiner l'objet à partir duquel l'os avait été extrait. Une fois, ses élèves ont tenté de le tromper en enveloppant l'un d'eux dans une peau de vache et en le plaçant sous la table du professeur comme un nouvel échantillon. Lorsque le philosophe entra dans la salle, certains des élèves lui demandèrent « Quel animal est-ce » Soudain, l'animal dit « Je suis celui-ci et je vais vous dévorer ». Il était naturel que le philosophe désire qualifier cette créature, et en l'examinant attentivement, il dit « Pattes divisées, graminivore. » Ça ne peut être autre chose. Il savait qu'un animal avec un sabot fendu devait se nourrir d'herbes, de grains ou d'un autre type de végétation, et ne serait pas enclin à manger de la viande, vivante ou morte. C'était donc considéré comme parfaitement sûr. La possession d'une connaissance parfaite de son métier est une nécessité absolue pour garantir le succès. Parmi les maximes de l'ancien Rothschild, il y avait une apparente paradoxe, soyez prudent et audacieux. Cela semble être une contradiction dans les termes, mais ce n'est pas le cas. Il y a une grande sagesse dans cette maxime. C'est en fait une déclaration condensée de ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous devez être prudent en planifiant vos actions mais audacieux pour les exécuter. Un homme entièrement prudent n'osera jamais prendre les rênes et réussir.
Et un homme tout à fait audacieux est simplement imprudent et finira par échouer. Un homme peut aller à la bourse et gagner 50 ou 100 000 $ dans une seule opération spéculative, mais s'il n'a que de l'audace sans prudence, c'est le pur hasard. Ce qu'il gagne aujourd'hui, il le perdra demain. Vous devez avoir à la fois la prudence et l'audace pour assurer le succès. Les Rothschild ont une autre maxime, n'ayez jamais affaire à un homme ou un endroit malchanceux. Cela signifie de ne jamais avoir affaire à un homme ou un endroit qui n'a jamais de succès, car même si un homme semble être honnête et intelligent, s'il essaie quelque chose et échoue toujours, il y a une raison pour cela, une faille ou une maladie que vous pourriez ne pas découvrir, mais qui existe néanmoins. La chance n'existe pas dans le monde. Personne ne sort le matin et trouve un sac plein d'or dans la rue, encore moins chaque jour. Cela peut arriver une fois dans une vie, mais en ce qui concerne la pure chance, on est aussi exposé à la perdre qu'à la trouver. Des causes similaires produisent des effets similaires. Si un homme adopte les bonnes méthodes pour réussir, la chance ne l'en empêchera pas. S'il n'y réussit pas, il y a des raisons à cela, même s'il ne peut peut-être pas les voir. Utilisez les meilleurs outils. Lorsque les hommes engagent des employés, ils doivent faire attention à obtenir le meilleur. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir trop de bons outils pour travailler. Et aucun outil ne devrait être aussi particulier que les outils vivants. Si vous en avez un bon, il vaut mieux le garder que de le remplacer. Il apprend quelque chose chaque jour, et vous bénéficiez de l'expérience qu'il acquiert. Il vaut plus pour vous cette année que l'année précédente et il est le dernier homme dont vous devriez vous séparer, tant que ses habitudes sont bonnes et qu'il reste fidèle. Si un employé devient plus précieux et exige une augmentation de salaire exorbitante, et que vous ne pouvez pas vous en passer, laissez-le partir. Cependant, je le garderai si possible pour tirer parti du résultat de son expérience. Un élément important chez un employé est le cerveau. On peut voir des billets avec l'inscription « On recherche des mains », mais les mains ne valent pas grand-chose sans les têtes. Monsieur Bichet l'illustre ainsi. Un employé offre ses services en disant « J'ai 2 mains et l'une de mes doigts réfléchit. » Très bien, dit l'employeur. Il en rencontre un autre qui dit « J'ai 2 doigts qui réfléchissent. » Ah, c'est mieux. Mais un troisième intervient et dit que tous ses doigts et pouces réfléchissent. C'est encore mieux, dit l'employeur. Enfin, un autre intervient et dit « J'ai un cerveau qui réfléchit, je pense à tout. » Vous êtes l'homme que je veux, dit l'employeur enchanté. Les hommes qui ont un cerveau et de l'expérience sont donc les plus précieux et ne doivent pas être facilement abandonnés. Ne placez pas votre entreprise au-dessus de vous. Les jeunes, une fois leur formation ou leur apprentissage en affaires terminé, plutôt que de suivre leur vocation et de progresser dans leur entreprise, restent souvent inactifs. Ils disent « J'ai appris mon métier mais je ne vais pas être un salarié. » Quel est l'intérêt d'apprendre mon métier, alors? À moins que je ne me fixe, tu as du capital pour commencer? Non, mais je l'aurai. Comment vas-tu l'obtenir? Je te le dirai en confidence. J'ai une vieille tante riche qui mourra bientôt, si elle ne l'a pas déjà fait. J'espère trouver quelque vieux riche qui me prêtera quelques milliers pour commencer. Si j'obtiens l'argent pour commencer, je m'en sortirai bien. Il n'y a pas d'erreur plus grande que lorsqu'un jeune croit qu'il réussira avec de l'argent emprunté. Pourquoi? Parce que l'expérience de tout homme concorde avec celle de M. Astor, qui a dit qu'il lui a été plus difficile d'amasser ses premiers 1 000 $ que tous les millions suivants qui ont constitué sa colossale fortune. L'argent ne sert à rien si l'on ne connaît pas sa valeur par l'expérience. Donnez à un garçon 20 000 $ et mettez-le dans les affaires, et il est très probable qu'il perdra chaque dollar avant 1 an. C'est comme acheter un billet de loterie et gagner un prix. Facile à venir, facile à partir. Il ne connaît pas sa valeur. Rien n'a de valeur s'il n'est pas obtenu par des efforts, sans abnégation, économie, patience et persévérance, et en commençant avec un capital non acquis, il n'est pas sûr d'accumuler. Les jeunes,
au lieu d'attendre les chaussures des morts, devrait se mettre en marche, car il n'y a personne qui soit aussi peu accommodant face à la mort que ces vieux riches. Et c'est une chance pour les héritiers futurs que ce soit ainsi. 9 riches sur 10 dans notre pays ont commencé leur vie en tant que pauvres enfants avec une volonté déterminée, de l'industrie, de la persévérance, de l'économie et de bonnes habitudes. Ils ont progressivement gagné leur propre argent et l'ont économisé. Et c'est la meilleure façon d'acquérir une fortune. Stephen Girard a commencé sa vie comme un pauvre mousse et est mort avec 9 millions de dollars. A.T. Stewart était un pauvre garçon irlandais et a payé des impôts sur 1,5 million de dollars de revenus par an. John Jacob Astor était un pauvre fermier et est mort avec 20 millions de dollars. Cornelius Vanderbilt a commencé sa vie en pagayant un bateau de Staten Island à New York. Il a offert à notre gouvernement un bateau à vapeur valant 1 million de dollars et est mort avec 50 millions. Il n'y a pas de chemin royal vers l'apprentissage, dit le proverbe, et je peux dire qu'il est également vrai qu'il n'y a pas de chemin royal vers la richesse. Mais je crois qu'il y a un chemin royal pour les deux, le chemin de l'apprentissage est un chemin royal, celui qui permet à l'étudiant d'élargir son intellect et d'ajouter chaque jour à sa réserve de connaissances. Jusqu'à ce qu'en un agréable processus de croissance intellectuelle, il soit capable de résoudre les problèmes les plus profonds, de compter les étoiles, d'analyser chaque atome du globe et de mesurer le firmament. C'est une route royale et c'est le seul chemin qui en vaille la peine. Il en va de même pour la richesse. Avancez avec confiance, étudiez les règles, et surtout, étudiez la nature humaine, car l'étude de l'humanité est l'homme. Et vous découvrirez qu'en élargissant votre intellect et vos muscles, votre expérience employée vous permettra d'accumuler chaque jour plus de capital, qui sera augmenté par les intérêts et d'autres moyens, jusqu'à ce que vous atteigniez un état d'indépendance. Vous trouverez comme un fait général que les enfants pauvres deviennent riches et que les enfants riches deviennent pauvres. Par exemple, un homme riche, en mourant, laisse un grand patrimoine à sa famille. Ses enfants aînés, qui l'ont aidé à gagner sa fortune, connaissent la valeur de l'argent par expérience et prennent leur héritage et l'augmentent. Les parts séparées des enfants plus jeunes sont placées à l'intérêt, et aux enfants petits, on leur tape sur la tête et on leur dit une douzaine de fois par jour, « Tu es riche, tu n'auras jamais à travailler, tu pourras toujours avoir ce que tu veux, car tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche. » Le jeune héritier ne tarde pas à découvrir ce que cela signifie. Il est vêtu des meilleurs vêtements et jouets, est gavé de bonbons et de sucre, et est presque tué de rire. Il passe d'école en école, caressé et flatté, devient arrogant et présomptueux, maltraite ses professeurs, et emporte tout avec hauteur. Il ne sait rien de la valeur réelle de l'argent, car il ne l'a jamais gagné. Mais il sait tout sur le business de la cuillère en argent. À l'université, il invite ses camarades de classe pauvres dans sa chambre où il les chouchoute, les flatte et les appelle des suiveurs excellents parce qu'il est si généreux avec son argent. Il offre ses dîners de maison, conduit ses chevaux rapides, invite ses camarades à des fêtes et des réjouissances, déterminé à passer de bons moments. Il passe ses nuits à faire la fête et à s'amuser, et renvoie ses camarades avec la chanson bien connue. Nous ne rentrerons pas chez nous avant le matin. Il les encourage à l'accompagner pour arracher des affiches, enlever les portes de leurs gonds et les jeter dans les arrière-cours et les étangs des chevaux. S'ils se font arrêter par la police, il les soutient. Il est emmené au poste de police et paye joyeusement les factures. « À quoi sert d'être riche si on ne peut pas en profiter ?» crie-t-il à mes garçons. Il déteste les choses lentes et ne voit pas que les jeunes chargés d'argent étrangers sont presque certains de perdre tout ce qu'ils héritent et acquièrent toutes sortes de mauvaises habitudes qui, dans la plupart des cas, les ruinent en santé, en portefeuille et en caractère. Dans ce pays, une génération suit l'autre et les pauvres d'aujourd'hui sont riches dans la génération suivante ou la troisième. Leur expérience les amène à s'enrichir et à laisser de grandes richesses à leurs petits-enfants. Ces enfants, élevés dans le luxe, sont inexpérimentés et s'appauvrissent. Après une longue expérience, une autre génération arrive et accumule à nouveau des richesses à son tour.
Et ainsi l'histoire se répète, et il est heureux que, en écoutant l'expérience des autres, on évite les récifs et les écueils où tant on fait naufrage. En Angleterre, le commerce fait l'homme. Si un homme dans ce pays est un mécanicien ou un ouvrier, il n'est pas reconnu comme un gentleman. Lors de ma première apparition devant la reine Victoria, le duc de Wellington m'a demandé dans quelle sphère de la vie se trouvait le père du général Tompkins. Son père est charpentier, ai-je répondu. Oh, j'avais entendu dire qu'il était un gentleman, fut la réponse de son Altesse. Dans ce pays républicain, l'homme fait l'affaire. Peu importe s'il est forgeron, cordonnier, agriculteur, banquier ou avocat, tant que son entreprise est légitime, il peut être un gentleman. Par conséquent, toute entreprise légitime est une double bénédiction, car elle aide l'homme qui s'y consacre et aide également les autres. L'agriculteur prend soin de sa propre famille, mais profite également aux commerçants ou aux mécaniciens qui a besoin des produits de sa ferme. Le tailleur gagne sa vie avec son métier, mais bénéficie également à l'agriculteur, au clerc et à d'autres qui ne peuvent fabriquer leurs propres vêtements. Mais toutes ces classes peuvent souvent être des gentlemen. L'ambition doit être de surpasser tous les autres qui se consacrent à la même profession. Un étudiant universitaire sur le point de terminer ses études a dit à un vieux avocat, « Je n'ai pas encore décidé quelle profession je vais suivre. » « Ta profession est-elle pleine ? » « Le sous-sol est très rempli. »« Mais il y a beaucoup d'espace en haut, fut la réponse ingénieuse. »« Et tu ne verras aucune profession, métier ou vocation qui soit surpeuplée à l'étage supérieur. Partout où se trouve le commerçant ou le banquier le plus honnête et le plus intelligent, ou le meilleur avocat, le meilleur médecin, le meilleur pasteur, cordonnier, charpentier ou tout autre métier, c'est l'homme le plus recherché et il a toujours à ses affaires. En tant que nation, les Américains sont trop superficiels. Ils cherchent à s'enrichir rapidement et, en général, ne mènent pas leurs affaires aussi substantiellement et en profondeur qu'ils le devraient. Mais quiconque se distingue des autres dans son propre domaine, si ses habitudes sont bonnes et son intégrité indéniable, ne peut manquer d'assurer une abondante fortune et la richesse qui suit naturellement. Que votre devise soit toujours Excelsior, car en vivant selon elle, le mot échec disparaît. Apprendre quelque chose d'utile, tout homme devrait s'assurer que son fils ou sa fille apprenne un métier utile, afin que dans ces jours de fortune changeante, de devenir riche aujourd'hui et pauvre demain, ils aient quelque chose de tangible sur quoi s'appuyer. Cette disposition pourrait sauver beaucoup de gens de la misère, qui, par quelques retournements inattendus de la fortune, ont perdu tous leurs moyens. Que l'espoir prédomine, mais ne soyez pas trop visionnaires. Beaucoup de gens restent toujours pauvres parce qu'ils sont trop visionnaires. Chaque projet leur semble être un succès assuré, et donc ils changent constamment d'une entreprise à une autre, toujours en processus, toujours sous les gradins. Le plan de compter les poulets avant qu'ils ne sortent de leur coquille est une erreur ancestrale, mais elle ne semble pas s'améliorer avec l'âge. Ne dispersez pas vos pouvoirs, consacrez-vous à un seul type d'entreprise et poursuivez-le fidèlement jusqu'à ce que vous réussissiez ou que votre expérience vous montre que vous devez l'abandonner. Un martelage constant sur un clou finit généralement par le ramener chez soi pour être rivé à la fin. Lorsque l'attention indivise d'un homme se concentre sur un objet, son esprit suggère constamment des améliorations de valeur qui lui échapperaient si son esprit était occupé par une douzaine de sujets différents en même temps. Beaucoup de fortunes ont échappé des mains d'un homme parce qu'il était occupé à trop de tâches à la fois. Le vieux avertissement de ne pas avoir trop de fer au feu en même temps a beaucoup de sens. Soyez systématique. Les hommes doivent être systématiques dans leurs affaires. Une personne qui gère ses affaires selon des règles, ayant un temps et un lieu pour chaque chose et faisant son travail de manière ponctuelle, accomplit le double et avec la moitié des problèmes de celui qui le fait négligemment et avec désinvolture. En introduisant un système dans toutes ses transactions, en faisant une chose à la fois, en respectant toujours les rendez-vous avec ponctualité, vous trouverez du temps libre pour les passe-temps et les loisirs.
Tandis que l'homme qui ne fait qu'une chose à moitié et ensuite se consacre à autre chose et le fait à moitié aura une entreprise sans direction et ne saura jamais quand sa journée de travail est terminée, car il ne la terminera jamais. Bien sûr, toutes ces règles ont une limite, nous devons essayer de préserver le juste milieu, car il y a quelque chose comme être trop systématique. Il y a des hommes et des femmes, par exemple, qui rangent les choses avec tant de soin qu'ils ne peuvent jamais les retrouver. Cela ressemble trop à la formalité du ruban rouge à Washington et au bureau de circonlocution de M. Dickens. Toute théorie et aucun résultat. Quand la Storehouse a commencé à fonctionner à New York, c'était sans aucun doute le meilleur hôtel du pays. Les propriétaires avaient beaucoup appris en Europe en matière d'hôtellerie et étaient fiers du système rigide qui imprégnait tous les départements de leur grand établissement. Quand minuit sonnait et qu'il y avait plusieurs invités, l'un des propriétaires disait « Frappe cette cloche, John ». Et en 2 minutes, 60 domestiques avec un seau d'eau dans chaque main arrivaient dans le hall. « C'est notre cloche d'incendie », disait le propriétaire à ses invités, « cela leur montre que nous sommes très sûrs ici. Nous faisons tout de manière systématique. » C'était avant que l'eau de Croton ne soit introduite dans la ville, mais parfois ils poussaient leur système trop loin. Une fois, lorsque l'hôtel était bondé de clients, l'un des serveurs se sentit soudainement mal et bien qu'il y ait eu 50 serveurs dans l'hôtel, le propriétaire pensa qu'il devait avoir sa dotation complète, sinon leur système serait perturbé. Juste avant l'heure du dîner, il descendit rapidement les escaliers et dit « Il doit y avoir un autre serveur, j'en manque un. » Par hasard, il aperçut Pat l'Irlandais. « Lave-toi les mains et le visage, dépêche-toi à la cuisine et viens au restaurant dans 5 minutes. » Pat s'exécuta immédiatement et le propriétaire dit « Maintenant, Pat, tu dois te placer derrière ces 2 chaises et servir les messieurs qui vont s'y asseoir. » « As-tu déjà travaillé comme serveur ? » « Bien sûr, mais jamais comme le pilote irlandais une fois lorsque le capitaine, pensant qu'il s'était beaucoup écarté de sa route, lui demanda « Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites, Pat ? » « Bien sûr, et je connais tous les rochers du canal. » À ce moment-là, le bateau heurta un rocher. « Ah, et c'est l'un d'eux, continua le pilote. »« Mais pour revenir au restaurant, Pat, dit le propriétaire. Ici, nous faisons tout de manière systématique. D'abord, tu dois servir à messieurs une assiette de soupe à chacun, et quand ils auront fini, leur demander ce qu'ils prendront ensuite. Oh, je comprends parfaitement les nuances du système. Peu de temps après, les invités entrèrent et les assiettes de soupe furent placées devant eux. L'un des 2 gentlemen de paix mangea sa soupe, l'autre ne s'y intéressa pas. Il dit au serveur, « Emportez ce plat et apportez-moi du poisson. » Pat regarda le plat de soupe sans y toucher, se souvenant des instructions du propriétaire concernant le système, répondit, « Pas avant que vous n'ayez mangé la soupe. » Bien sûr, cela aurait été pousser le système trop loin. Lire les journaux. Toujours avoir un journal de confiance pour être complètement informé des transactions mondiales. Celui qui n'a pas de journal est isolé de son espèce. De nos jours, avec les télégraphes et la vapeur, de nombreuses inventions et améliorations importantes se font dans chaque branche du commerce, et celui qui ne consulte pas les journaux se retrouvera bientôt abandonné, lui et son entreprise, dans le froid. Faites attention aux opérations extérieures. Parfois, nous voyons des hommes qui ont accumulé des fortunes devenir soudainement pauvres. Dans de nombreux cas, cela est dû à l'intempérance et souvent au jeu et à d'autres mauvaises habitudes. Cela arrive souvent parce qu'un homme s'est engagé dans des opérations extérieures de quelque nature que ce soit. Lorsqu'ils s'enrichissent, on leur parle d'une grande spéculation où ils pourraient gagner des milliers de dollars. Ils sont constamment flattés par leurs amis qui disent qu'ils sont des chanceux, que tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Or, ils oublient que leurs habitudes économiques, leur intégrité de comportement et leur attention personnelle à une entreprise qu'ils comprenaient étaient la cause de leur succès dans la vie. Ils entendent les chants des sirènes, « Je vais investir 20 000 dollars. J'ai eu de la chance et ma bonne chance me rapportera bientôt 60 000 dollars.
Quelques jours passent et on découvre qu'il doit investir 10 000 $ de plus. Peu de temps après, on lui dit que tout va bien, mais que certaines affaires imprévues nécessitent un investissement supplémentaire de 20 000 $ qui lui rapportera une riche récolte. Mais avant que le moment de réaliser cela n'arrive, la bulle éclate, il perd tout ce qu'il possède. Et alors il apprend ce qu'il aurait dû savoir dès le début, que aussi prospère soit-il dans son propre métier, s'il s'en éloigne et se lance dans un métier qu'il ne comprend pas, il sera comme Samson lorsque ses cheveux lui furent enlevés et qu'il devint comme tous les autres hommes. Si un homme a beaucoup d'argent, il devrait investir dans ce qui semble promettre du succès et probablement bénéficier à l'humanité. Mais les sommes ainsi investies devraient être modérées et ne jamais risquer une fortune gagnée légitimement en l'investissant dans des domaines où l'expérience fait défaut. Ne soutenez pas l'insécurité. Je soutiens qu'aucun homme ne devrait cautionner un billet ou se porter garant pour un autre homme, que ce soit son père ou son frère, pour un montant qu'il ne peut se permettre de perdre et qui ne le préoccupe pas, sans prendre une bonne garantie. Voici un homme valant 20 000 $ avec un commerce prospère. Tu es à la retraite et vis de son argent. Il vient vers toi et dit, tu sais que je vaux 20 000 $ et que je ne dois pas un seul dollar. Si tu avais 5 000 $ en espèces, je pourrais acheter un lot particulier de biens et doubler mon argent en quelques mois. Je pourrais endosser ma note pour cette somme. Tu réfléchis, sachant qu'il vaut 20 000 $ et qu'il ne court aucun risque en endossant sa note. Tu aimerais lui faire plaisir et tu prêtes ton nom sans prendre la précaution d'obtenir une garantie. Bientôt, il te montre la lettre avec ton endo annulé et te dit probablement sincèrement qu'il a obtenu le bénéfice escompté avec l'opération. Tu réfléchis que tu as fait une bonne action, et cette pensée te rend heureux. Après un certain temps, la même chose se reproduit et tu le fais à nouveau. Tu as maintenant gravé dans ton esprit l'idée que c'est parfaitement sûr d'endosser ces billets sans garantie. Mais le problème est que cet homme obtient de l'argent trop facilement. Il n'a qu'à prendre son billet à la banque pour l'escompter et obtenir de l'argent liquide. Il obtient de l'argent sans effort, sans inconvénient pour lui-même. Maintenant, observe le résultat d'une opportunité de spéculation en dehors de son activité habituelle. Il ne lui faut qu'un investissement temporaire de 10 000 $. Il est sûr qu'il se remettra avant l'échéance d'une lettre à la banque. Il te présente une lettre pour ce montant. Tu la signes presque mécaniquement, convaincu que ton ami est responsable et digne de confiance. Tu endors ces lettres comme quelque chose de naturel. Malheureusement, la spéculation ne mène pas à bon port aussi vite qu'espéré, et il faut escompter un autre billet de 10 000 $ pour couvrir le dernier. Avant que ce dernier billet n'arrive à échéance, la spéculation s'avère être un échec total et tout l'argent est perdu. Le perdant dit à son ami l'endosseur, qui a perdu la moitié de sa fortune, « Ce n'est rien, je n'ai pas spéculé, mais il a été enthousiasmé par l'esprit de spéculation. » Il voit d'autres personnes gagner de grosses sommes de cette manière, car on entend rarement parler des perdants. Tout comme d'autres spéculateurs, il recherche son argent là où il le perd. Il essaie à nouveau d'endosser des billets, c'est devenu une habitude pour lui. Et à chaque perte, il obtient ta signature pour le montant qu'il souhaite. Finalement, tu découvres que ton ami a perdu tous ses biens et les tiens. Tu te sens accablé par la stupeur et la tristesse, et tu dis, c'est dur, mon ami m'a ruiné. Mais tu devrais ajouter, je l'ai aussi ruiné. Si tu lui avais dit dès le début, je te logerai, mais je ne t'endosserai jamais sans prendre une garantie solide, il n'aurait pas pu dépasser la longueur de sa corde, et il n'aurait jamais été tenté de s'éloigner de son activité légitime. Par conséquent, il est très dangereux de laisser les gens avoir trop facilement accès à l'argent. Il existe de nombreuses spéculations dangereuses, mais plus sage est celui qui est l'insécurité. Ainsi, avec le jeune qui commence dans les affaires, laissez-le comprendre la valeur de l'argent en le gagnant. Lorsqu'il comprendra sa valeur, alors, aidez-le un peu à démarrer l'entreprise. Mais souviens-toi, les hommes qui obtiennent de l'argent trop facilement ne réussissent généralement pas.
Les premiers dollars doivent être obtenus avec des difficultés et des sacrifices pour en apprécier la valeur. Annoncez votre entreprise. Nous dépendons tous, dans une plus ou moins grande mesure, du public pour notre subsistance. Tous nous faisons affaire avec le public, avocats, médecins, cordonniers, artistes, forgerons, artistes de spectacle, directeurs d'opéra, présidents de chemin de fer et professeurs d'université. Ceux qui traitent avec le public doivent veiller à ce que leurs produits soient de valeur, authentiques et donnent satisfaction. Lorsque vous obtenez un article que vous savez plaire à vos clients et que vous l'avez testé, ils sentiront qu'ils ont eu leur argent's valeur. Faites savoir que vous l'avez et soyez prudent dans votre publicité, car il est évident que si un homme a un article aussi bon à vendre et que personne ne le connaît, il ne lui rapportera aucun bénéfice. Dans aucun pays comme celui-ci où presque tout le monde lit et où les journaux sont publiés et circulent en édition de 5000 à 12 000, ce serait très imprudent de ne pas utiliser ce canal pour atteindre le public. En publicité, un journal atteint la famille et est lu par la femme et les enfants ainsi que par le chef de famille. Par conséquent, des centaines et des milliers de personnes peuvent lire votre annonce pendant que vous vous occupez de vos affaires courantes. Beaucoup peuvent le lire pendant que vous dormez. Toute la philosophie de la vie est d'abord semer, puis récolter. Ainsi, l'agriculteur plante ses pommes de terre et son maïs, sème ses grains, puis passe à autre chose. Arrive le moment de récolter, mais il ne récolte jamais d'abord et ne sème ensuite. Ce principe s'applique à toutes sortes d'affaires, rien de plus éminent que dans la publicité. Si un homme a un article authentique, il n'y a aucun moyen qu'il puisse récolter plus avantageusement qu'en semant ainsi le public. Il doit avoir, bien sûr, un article vraiment bon qui plaise à ses clients. Toute contrefaçon n'aura pas de succès permanent, car le public est plus sage que beaucoup ne l'imaginent. Les hommes et les femmes sont égoïstes et nous préférons tous acheter là où nous pouvons obtenir le maximum pour notre argent. Nous cherchons où nous pouvons le faire en toute sécurité. Vous pouvez annoncer un article contrefait et inciter beaucoup de gens à appeler et à l'acheter une fois, mais ils vous dénonceront comme un imposteur et un escroc, et votre entreprise s'éteindra progressivement, vous laissant pauvre. C'est vrai, peu de personnes peuvent dépendre de manière sur de la clientèle occasionnelle, tout le monde a besoin que ses clients reviennent et rachètent. Un homme m'a dit, j'ai essayé la publicité et je n'ai pas réussi, pourtant j'ai un bon article. Je lui ai répondu, mon ami, il peut y avoir des exceptions à une règle générale, mais comment est-ce que c'est annoncé? J'ai placé une publicité 3 fois dans un hebdomadaire et j'ai payé $1,50 pour cela, lui ai-je répondu. Monsieur, la publicité est comme l'apprentissage, un peu est risqué. Un écrivain français dit que le lecteur d'un journal ne voit pas la première mention d'une publicité ordinaire, il voit la deuxième insertion mais ne la lit pas, il lit la troisième insertion, la quatrième insertion, il regarde le prix, la cinquième insertion, il en parle à sa femme, la sixième insertion, il est prêt à acheter, et la septième insertion, il achète. Votre objectif en publicité est de faire comprendre au public ce que vous avez à vendre, et si vous n'avez pas le courage de continuer à annoncer jusqu'à ce que vous ayez transmis cette information, tout l'argent que vous avez dépensé est perdu. Vous êtes comme ce type qui a dit au gentleman que si on lui donnait 10 cents, il économiserait $1. Comment puis-je vous aider autant avec une somme si petite, demanda-t-il étonné au gentleman. Je suis sorti ce matin avec la ferme intention de me saouler, et j'ai dépensé mon seul $1 pour atteindre cet objectif, et je n'ai pas complètement réussi. Avec 10 cents de plus de whisky, j'y arriverai et ainsi j'économiserai le $1 déjà dépensé. Ainsi, un homme qui fait de la publicité doit la maintenir jusqu'à ce que le public sache qui il est et quelle est son entreprise. Sinon, l'argent investi dans la publicité est perdu. Certains hommes ont un génie particulier pour écrire une annonce accrocheuse qui capte l'attention du lecteur dès le premier coup d'œil. Ce fait, bien sûr, donne un grand avantage à l'annonceur. Parfois, un homme devient populaire par un panneau unique ou une vitrine curieuse. Récemment,
j'ai observé un panneau oscillant au-dessus du trottoir devant un magasin, avec l'inscription en lettres simples, ne lisez pas l'autre côté. Bien sûr, je l'ai fait, tout comme tout le monde. J'ai découvert que l'homme avait obtenu toute son indépendance en attirant d'abord le public vers son entreprise de cette manière, puis en utilisant bien ses clients. Jennings, le chapelier, a acheté le premier billet de Jenny Lind à une vente aux enchères pour $225 parce qu'il savait que cela serait une bonne publicité pour lui. Qui est le soumissionnaire? Demanda l'enchérisseur en abaissant ce billet à Castle Garden. Jennings, le chapelier, fut la réponse. Ici, il y avait des milliers de personnes de la 5e avenue et de villes lointaines des plus hautes stations de la vie. Qui est Jennings, le chapelier? S'exclamèrent-ils, ils n'en avaient jamais entendu parler. Le lendemain matin, les journaux et le télégraphe avaient diffusé les faits de Maine au Texas et de 5 à 10 millions de personnes avaient lu que les billets vendus aux enchères pour le premier concert de Jenny Lind s'élevaient à environ $20 000 et qu'un seul billet avait été vendu à $225 à Jennings, le chapelier. Les hommes de tout le pays se sont involontairement enlevé leur chapeau pour vérifier s'ils avaient un chapeau de Jennings sur la tête. Dans une ville de l'Iowa, il a été constaté que parmi la foule entourant le bureau de poste, il y avait un homme qui avait un chapeau de Jennings, et il l'a montré triomphalement. Bien qu'il fût usé et ne valait pas 200 centimes, voyez cela, s'exclama un homme, vous avez un véritable chapeau de Jennings. Quelle chance vous avez! Un autre homme dit, gardez ce chapeau, ce sera un précieux reliquat pour votre famille. Un autre parmi la foule, semblant envier le propriétaire de cette bonne fortune, dit, allez, donnez-nous tous une chance. Mettez-le aux enchères. Il le fit et il fut vendu comme souvenir pour $9,50. Quelle en fut la conséquence pour Monsieur Jennings? Il vendit 10 000 chapeaux de plus par an les 6 premières années. 9/10 des acheteurs ont probablement acheté par curiosité et beaucoup d'entre eux, voyant qu'ils obtenaient leur argent en équivalence, sont devenus ses clients réguliers. Cette annonce innovante a attiré leur attention pour la première fois, puis, comme il avait un bon article, ils sont revenus. Je ne dis pas que tout le monde devrait se faire de la publicité comme l'a fait Monsieur Jennings, mais je dis que si un homme a des biens à vendre et ne les annonce pas d'une manière ou d'une autre, il est très probable qu'un jour le shérif le fera pour lui. Je ne dis pas non plus que tout le monde devrait se faire de la publicité dans un journal ou même utiliser de l'encre d'imprimerie, au contraire, bien que cet article soit indispensable dans la plupart des cas. Les médecins, les ecclésiastiques et parfois les avocats et quelques autres peuvent atteindre le public de manière plus efficace autrement. Mais il est évident qu'ils doivent être connus d'une manière ou d'une autre. Sinon, comment pourraient-ils être soutenus? Soyez courtois et aimable avec vos clients. La courtoisie et l'urbanité sont le meilleur capital que l'on puisse investir dans une entreprise. Les grands magasins, les enseignes dorées, les annonces tape à accent grave-l'œil seront toutes utiles si vous ou vos employés traitez vos clients avec rudesse. La vérité est que plus un homme est aimable et généreux, plus il recevra un patronage généreux. Qui se ressemble s'assemble. L'homme qui donne le plus de biens d'une qualité correspondante pour le moins d'argent, tout en réservant encore un profit, aura généralement plus de succès à long terme. Cela nous amène à la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et ils se comporteront mieux si vous les traitez toujours comme si vous vouliez tirer le meilleur parti d'eux pour le moins. Les hommes qui traitent dur avec leurs clients, agissant comme s'ils ne s'attendaient pas à les revoir, ne se tromperont jamais. Ils ne les reverront plus comme clients. Les gens n'aiment pas payer et se faire donner un coup de pied. L'un de mes surveillants de musée m'a dit un jour qu'il avait l'intention de battre un homme qui se trouvait dans la salle de conférence dès qu'il en sortirait. Pourquoi cela, ai-je demandé. Parce qu'il n'est pas un gentleman, a répondu l'huissier. Peu importe, ai-je répondu, il paie pour cela et tu ne le convaincras pas que tu es un gentleman en le battant. Je ne peux pas me permettre de perdre un client. S'il est battu, il ne reviendra pas au musée et il incitera ses amis à aller ailleurs pour s'amuser plutôt qu'ici. Et comme tu le vois,
je serais un grand perdant. Mais il m'a insulté, murmura l'huissier. Exactement, ai-je répondu, s'il était le propriétaire du musée et que tu lui avais payé pour avoir le privilège de le visiter et qu'il t'avait insulté, il pourrait y avoir une raison pour que tu te sentes offensé. Mais dans ce cas, c'est lui qui paie, tandis que nous recevons. Tu dois donc tolérer ses mauvaises manières. Mon huissier a commenté en riant que c'était certainement la vraie politique, mais a ajouté qu'il n'était pas opposé à une augmentation de salaire si on attendait de lui qu'il soit maltraité pour promouvoir mes intérêts. Être charitable est bien sûr un devoir et un plaisir pour les hommes, mais même en tant que question de politique, si vous n'avez pas un incitatif plus élevé, vous constaterez que l'homme généreux recevra le patronage tandis que l'avare avare et peu charitable sera évité. Salomon dit qu'il y a celui qui dispense et pourtant augmente, et il y a celui qui retient plus que nécessaire mettant à la pauvreté. Bien sûr, la seule charité vraie est celle qui vient du cœur. La meilleure qualité est d'aider ceux qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. La charité indistincte sans enquêter sur la valeur du demandeur est mauvaise à tous égards, mais chercher et aider tranquillement ceux qui s'efforcent par eux-mêmes est la classe qui se disperse et augmente. Mais ne tombez pas dans l'idée que certaines personnes pratiquent en donnant une prière au lieu d'une pomme de terre et une bénédiction au lieu de pain à l'affamé. Il est plus facile de faire des chrétiens avec l'estomac plein que vide. Préserver son intégrité est plus précieux que les diamants ou les rubis. Le vieil avare a dit à ses enfants, « Gagnez de l'argent, gagnez-le honnêtement si vous le pouvez, mais gagnez de l'argent. » Ce conseil n'est pas seulement terriblement pervers, mais c'était l'essence même de la stupidité. C'était tout comme dire, si vous avez du mal à gagner de l'argent honnêtement, vous pouvez le gagner facilement de manière malhonnête. Pauvre fou, ne sachant pas que la chose la plus difficile dans la vie est de gagner de l'argent de manière malhonnête. Ne sachant pas que nos prisons regorgent d'hommes qui ont essayé de suivre ce conseil. Ne comprenant pas qu'aucun homme ne peut être malhonnête sans être découvert tôt ou tard et que lorsqu'on découvre son manque de principe, presque toutes les voies du succès se ferment contre lui pour toujours. Le public rejette très justement tous ceux dont l'intégrité est mise en doute, aussi éduqué, agréable et complaisant qu'un homme puisse être. Aucun n'ose traiter avec lui s'il soupçonne des poids et mesures falsifiés. L'honnêteté stricte est non seulement à la base de tout succès dans la vie financière, mais dans tous les autres aspects également. L'intégrité intransigeante du caractère est inestimable, elle assure à son possesseur une paix et une joie qui ne peuvent être atteintes sans elle, que aucune somme d'argent, de choses et de terre ne peut acheter. Un homme connu pour être strictement honnête peut être très pauvre mais a les bourses de toute la communauté à sa disposition, car tout le monde sait que s'il promet de rendre ce qu'il emprunte, il ne les décevra jamais. Par conséquent, comme simple question d'égoïsme, si un homme n'a pas de motif supérieur pour être honnête, chacun trouvera que la maxime du docteur Franklin ne cessera jamais d'être vraie, l'honnêteté est la meilleure politique. Devenir riche n'équivaut pas toujours à réussir. Il y a beaucoup de riches pauvres, alors que beaucoup d'hommes et de femmes honnêtes et dévoués n'ont jamais possédé autant d'argent que certains riches gaspillent en une semaine, mais qui sont vraiment plus riches et plus heureux que tout homme qui transgresse les lois supérieures de son être. L'amour excessif de l'argent peut sans aucun doute être la racine de tous les maux, mais l'argent lui-même, lorsqu'il est utilisé correctement, n'est pas seulement une chose utile à avoir à la maison, mais offre la satisfaction de bénir notre race en permettant à son possesseur d'élargir la portée du bonheur et de l'influence humaine. Le désir de richesse est presque universel et personne ne peut dire qu'il ne soit pas louable, pourvu que son possesseur accepte ses responsabilités et l'utilise comme un ami de l'humanité. L'histoire de l'obtention d'argent, qui est le commerce, et l'histoire de la civilisation, et là où le commerce a prospéré le plus, l'art et la science ont également produit les fruits les plus nobles. En fait, de manière générale, les chercheurs d'argent sont les plus bienfaiteurs de notre race. Nous leur devons en grande partie nos institutions d'apprentissage et d'art, nos académies, collèges et églises. Ce n'est pas un argument contre le désir ou la possession de richesse de dire qu'il y a parfois des avares qui accumulent de l'argent simplement pour accumuler et qui n'ont pas d'aspiration plus élevée que de saisir tout ce qui est à leur portée.
Tout comme il y a parfois des hypocrites dans la religion et des démagogues en politique, il y a aussi des avares parmi les accapareurs d'argent. Cependant, ce ne sont là que des exceptions à la règle générale. Mais lorsque dans ce pays nous trouvons un gêneur et un obstacle tel qu'un avare, nous nous souvenons avec gratitude qu'en Amérique nous n'avons pas de loi de primogéniture et qu'en temps voulu, la poussière accumulée se dispersera pour le bénéfice de l'humanité. À tous les hommes et femmes, je dis donc avec conscience, faites de l'argent honnêtement et pas autrement, car Shakespeare a dit avec vérité, celui qui veut de l'argent, des moyens et du contenu est 103 bons amis. Merci beaucoup pour votre visite.